Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nom d'un pipeline. Je suis aujourd'hui avec Romain Broussard. Salut Romain. Salut, bonjour. Et on va encore une fois parler de CI, de plein de trucs comme ça, de développeur expérience. Tu m'as dit c'était ton sujet, un peu ta marotte, donc on va parler de ça aussi aujourd'hui. Ça va être cool. Comme d'hab, j'ai envie de commencer l'épisode par demander, Romain, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, donc Romain Broussard. Donc moi j'ai commencé ma carrière il y a à peu près un peu plus d'une vingtaine d'années. J'ai fait une dizaine d'années chez des hébergeurs ancêtres de cloud providers. Les 10 années suivantes pour faire de l'e-commerce slash marketplace, et depuis ces 5 dernières années, je fais plutôt du SaaS. Et toutes ces années, je les ai faites sur des fonctions assez techniques, souvent pour gérer la croissance des équipes, et donc apporter beaucoup d'outillage, et donc une expérience développeur qui permet de gérer cette croissance. Trop bien. C'est, comment t'es arrivé à faire ça en fait? C'est un parcours naturel, tu bifurqué à un moment, t'es. Non, j'ai commencé à travailler au moment de la bulle Internet. Et donc, à cette époque-là, il y avait des énormes problèmes de recrutement, un peu comme ceux qu'on a connus en 2020-2021, mais encore plus forts. Et du coup, c'était une époque assez florissante où on pouvait expérimenter beaucoup de choses. Et donc, il y avait beaucoup d'expérimentation sur le marché. J'ai commencé du coup sur un métier qu'on appellerait aujourd'hui DevOps ou SRE, mais qui n'avait pas de nom à l'époque, justement, où j'étais en Ouais. charge de créer du lien entre des admins système et des développeurs, mais à une époque où il n'y avait aucun outillage. Et donc, je me Oh, il y rappelle avait plus trop mon rien. titre. J'ai Oui, j'ai donc connu, j'ai mon connu titre, ç voilà. je dois être Vas-y. un poil plus jeune que toi, mais j'ai connu ça aussi. Alors j'ai commencé à travailler juste après la bulle internet, donc j'avais des quand j'étais étudiant, j'avais des potes qui bossaient eux et qui avaient arrêté la fac parce qu'il y avait tellement de boulot que n'importe qui tu avais 1 an de fac, on t'embauchait comme admin 6 quoi. Et oui, ça existait Mhm. pas vraiment ce côté SRO DevOps à l'époque, je pense que c'était pas un truc mais et c'était très scindé dans mon souvenir. Tu avais les gens du réseau, les gens des serveurs et les développeurs. Enfin, c'était trois trucs vraiment très scindés et t'avais pas de lien, tout ça, quoi. Ouais, et donc mon rôle, moi, chez ces hébergeurs, c'était de pouvoir. Donc, j'avais des clients comme soit de l'édition, comme le site du Monde qui débutait, ITF1, des plateformes e-commerce comme La Redoute, mais qui débutaient à cette époque-là, hein, c'était début des années 2000. Mais on avait déjà cette nécessité de devoir itérer rapidement, Ouais. de pouvoir livrer des nouvelles versions régulièrement. Donc, c'était pas plusieurs fois par jour comme aujourd'hui. C'était plutôt plusieurs fois par mois. C'était déjà beaucoup à une époque où les équipes de développement avaient l'habitude de faire des recettes de plusieurs mois en cycle en V. Enfin, c'est une autre époque, hein. Mais donc justement, il fallait inventer cette nouvelle façon de travailler où on permet aux équipes de développement d'itérer, de pouvoir de collecter du feedback rapidement, parce qu'on touchait tout de suite des millions d'utilisateurs via Internet, ce qui était vraiment nouveau à l'époque. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. De fil en aiguille, finalement, j'adore l'apprentissage. Enfin voilà, c'est comme ça que je m'épanouis en apprenant de nouvelles choses. Et j'ai continué à explorer. Il y a beaucoup de littérature qui a commencé à apparaître effectivement sur l'agilité notamment. Et donc j'ai continué à creuser ce sillon dans différents contextes. Après, je suis passé effectivement plus du côté alors j'étais plus dans une relation client-fournisseur comme au début, mais plus directement du coup des gros sites e-commerce à la Fnac, chez Cdiscount, où là effectivement c'était des contextes un peu moins structurés qu'une relation client-fournisseur, mais voilà, avec toujours les mêmes enjeux de devoir itérer beaucoup, voilà, mettre en prod très vite avec un bon niveau de qualité pour pouvoir avoir du feedback et donc offrir de plus en plus de business value au fil des itérations. Et Ok. donc mettre à disposition des outils évidemment de CI et des approches CI/CD performantes pour permettre aux équipes d'avoir de l'autonomie.
Du coup, c'est quoi ton approche aujourd'hui? Aujourd'hui, tu bosses chez Miracle, si j'ai pas de bêtises. Oui, Ça fait quelque temps déjà et ça va faire 3 ans bientôt, oui, tout à fait. bah, bon anniversaire bientôt alors du coup. C'est bientôt 3 ans. Et du coup, c'est quoi ton est-ce que tu veux nous raconter un peu, Ouais. comment genre quand tu es arrivé, ce que tu as découvert, ce qu'il y avait, l'état, ce que tu as fait un peu depuis 3 ans? Parce que j'imagine que tu es venu aussi avec ce côté approche là qui était peut-être déjà en place, chez Miracle. Je sais pas du tout d'où ils partent, même si la boîte n'est pas non plus super vieille, donc il y a peut-être pas grand chose au début. Je suis arrivé chez Miracle. Effectivement, la boîte avait quand même pas loin de 10 ans d'ancienneté, je pense quand même. Donc il y avait quand même des bases et des bases assez solides, une culture engineering plutôt bonne et avec des grosses exigences de qualité. Et en fait, je suis arrivé chez Miracle pour finalement aider à structurer la croissance des équipes d'engineering, puisqu'on a recruté énormément. Et en fait, si on met pas en place l'outillage qu'il faut, les process qu'il faut euh, pour maximiser la collaboration entre les équipes produits et les équipes engineering, rajouter des gens, ça suffit pas en fait pour apporter davantage de business value. Il faut essayer de justement de mettre de l'huile dans tout ça euh, et de trouver le bon équilibre entre. Alors, je suis assez fan d'un livre qui s'appelle Team Topologies, donc qui est une façon de représenter les organisations tech et en particulier dans les scale-up avec ce qu'on appelle les streamline teams, donc les teams qui produisent directement de la business value et de manière un peu plus transversale, ce qu'on appelle les platform teams, donc plus SRI, enablement team, donc des équipes qui vont être développeurs expérience ou product ops, enfin voilà, des équipes en support un peu transversal, et complex system team qui sont des équipes qui apportent pas directement de la business value, mais qui vont construire des assets technologiques suffisamment importants pour avoir un ownership fort dessus. Ça va être par exemple un moteur de recherche chez un site e-commerce. Pour la brique de moteur de recherche qui est utilisée par plusieurs équipes qui apportent de la business value, on va avoir une équipe dédiée. Enfin, donc, moi, on va dire mon cœur d'expertise, c'est d'orchestrer ces équipes un peu transversales, justement pour apporter du soutien aux équipes qui apportent de la business value. Et l'enjeu, en fait, il est de trouver le bon équilibre entre ces équipes qui apportent de la business value et des équipes centralisées qui apportent du support. Si les équipes centralisées sont trop importantes, trop grosses, finalement, elles vont devenir un frein à l'organisation. Mais si elles sont trop petites, elles n'apportent pas assez de support en fait aux équipes qui apportent de la business value. Donc c'est extrêmement important de trouver le bon équilibre et de faire croître ces équipes un peu centrales en même temps que les équipes de feature. Et donc je suis arrivé effectivement en fin 2021 pour structurer un peu ces équipes centrales et accompagner la croissance de Miracle et notamment la croissance des équipes engineering puisqu'on continue de recruter entre 30 et 50 personnes par an. Bon, il y a du turnover, hein, donc Ouais, bien mais sûr. voilà, aujourd'hui on est plus de 300 côté produit, R&D engineering. Et donc voilà, ma vision du job, c'est de encore une fois garantir un bon niveau de vélocité pour ces équipes qui délivrent de la business value. Et c'est vraiment mon point cardinal, étoile polaire, c'est vraiment la target que je donne à toutes mes équipes. Tout ce que vous faites, vous devez le faire pour améliorer la vélocité des équipes de dev qui produisent de la business value. Alors bien sûr, tout ça, faut le faire en tenant compte des contraintes de sécurité que les équipes sécu nous fixent, en tenant compte de nos dépenses cloud qui sont croissantes en permanence. Donc voilà, il faut réussir à être garant un peu de ces contraintes et de les rendre complètement invisibles pour les équipes de dev qui s'en occupent pas, en fait. Voilà, que ce soit des contraintes transparentes quelque part, donc ça c'est le Graal. Euh, et donc leur permettre d'itérer encore une fois très rapidement dans de bonnes conditions. Et donc il faut trouver le bon équilibre entre offrir de l'autonomie, donc avec une grosse culture d'inner source, c'est-à-dire tout ce qu'on fait en centrale, on le documente, on l'organise pour que n'importe qui puisse contribuer dessus. On garde l'ownership, on fait les reviews, mais n'importe qui, donc on a beaucoup de systèmes de reusable workflow, notamment
avec GitHub Actions. Ces reusable workflows sont régulièrement enrichis par les équipes qui les utilisent à travers un flux classique de pull request. Hein. Et donc, ce qui permet de donner de l'autonomie aux gens, mais tout en pouvant bénéficier d'un système sur étagère qui fonctionne, qui a été éprouvé, qui est testé, qui est maintenu, et donc qui permet de les accélérer quand ils ont besoin de démarrer un nouveau sujet et qu'ils n'ont pas envie de réinventer la roue. Donc ça, c'est une approche que j'ai pilotée à différents niveaux. Donc on vient de parler de la CI avec les reusable workflows, mais c'est aussi vrai côté platform engineering pour la capacité à bootstrapper des infrastructures sans être un expert Terraform. Donc on a en place pas mal d'outils d'aide. Et donc et tout ça, après, il y a différents niveaux de maturité en fonction des populations auxquelles on s'adresse, sachant qu'on va jusqu'à des outils en self-service à travers un portail de développement, donc un front assez classique comme on l'a chez les cloud providers, qu'on a construit donc dans le courant de l'année pour justement apporter du self-service. Trop bien. Ouais, il y a des gens qui commencent à faire ça. Je commence à avoir quelques projets. Il y a eu des projets open source, je crois, un qui a été poussé par Il y a Spotify Backstage, d'ailleurs. ouais, Ouais, c'est ça, Backstage, Backstage. ouais. C'est encore très 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 récent. Il y a, à ma connaissance, peu encore de boîtes qui déploient ce genre de solution. Et c'est cool parce que ça résout ce que tu dis, le côté self-service, le côté fournir du support aux équipes en fait, aux développeurs pour qu'elles puissent travailler plus vite et tout. C'est super. C'est quoi la taille du coup de votre équipe? Tu dis qu'il y a à peu près 300 personnes. C'est quoi la taille du coup d'équipe que tu as? Ouais, c'est environ 10, on va dire, c'est une métrique euh, avec mon expérience que j'ai pu challenger. Aujourd'hui, on a à peu près 10%, donc on est une trentaine Ok. entre des gens qui bossent sur la pure plateforme côté cloud provider, des équipes développeurs expérience, des équipes d'architectes. Donc voilà, c'est à peu près une trentaine de personnes. Donc c'est 10% à peu près de l'équipe totale. Et encore une fois, voilà, c'est juste des ratios. Il y a pas c'est pas gravé dans le marbre, hein, mais c'est important de faire croître ce type d'équipe à la bonne vitesse. Encore une fois, Ok. pour apporter le bon niveau de support aux équipes qui développent des features. Et c'est c'est euh, c'est une équipe avec beaucoup d'expertise, donc avec des gros enjeux de management, beaucoup parce qu'il faut réussir à conserver le cap, c'est-à-dire d'être au service des autres développeurs, mais en apportant en permanence des challenges technologiques et techniques assez importants. Voilà, donc c'est Tu assez veux dire qu'il compliqué. faut pas qu'ils s'ennuient en fait, sinon Exactement. non, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire parce Exactement, que mais c'est mais normal. mais faire des reusable workflows à la chaîne, c'est pas non plus ce qui les intéresse. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir une certaine diversité. Mais encore une fois, tout ça, il faut le manager avec une approche par l'impact, hein, donc l'approche produit assez classique. Hein. J'ai dans mes effectifs d'ailleurs des product managers qui vont justement essayer de comprendre les problèmes auxquels sont confrontées les équipes de dev pour justement essayer d'y répondre par des solutions assez classiques, sauf que nos utilisateurs sont des utilisateurs internes. Quoi. Mais est-ce que tu as pas aussi un problème? Parce que du coup, je comprends le côté faut pas qu'ils s'ennuient, mais est-ce qu'aussi tu as pas un côté, il faut pas qu'ils soient frustrés? Parce que est-ce que tu as pas ce problème qui est, eux vont builder des trucs, des outils, des reusable workflows, des choses comme ça, mais d'un autre côté, les développeurs ont pas le temps de les utiliser, pas le temps de s'adapter à un nouveau système, pas le temps d'utiliser ce nouveau truc, pas le temps d'eux, et eux sont frustrés parce que leurs utilisateurs, ils sont un peu, parce que c'est pas leur cœur du truc, Alors, en fait. Est-ce que tu as ce problème-là ou est-ce que du coup tes devs, en fait, ils sont genre: «Super! Un nouveau truc qui va nous faciliter la vie» et ils adoptent super rapidement? Est-ce que tu pas ce problème, mais en fait, c'est un peu l'intérêt de l'approche que j'ai cité juste avant, l'approche produit, c'est qu'on mesure, enfin, on essaye de mesurer l'adoption de tout ce qu'on fait. Et on y va de manière très progressive et itérative nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va commencer par une première itération pour avoir un peu de feedback. Euh, on a même des gens qui sont tellement pressés, donc des gens qui sont pas dans mes équipes, hein, qui vont contribuer dessus pour que ça aille plus vite. Donc là, on sait qu'il y a vraiment de l'attraction. Il faut qu'on investisse beaucoup sur ces OK. tracks-là et on y va à fond.
Et puis il y a d'autres périmètres où c'est une, deux personnes qui nous ont demandé telle ou telle feature, on va le faire. Et on voit que finalement c'est assez peu utilisé, ça a assez peu de valeur et donc on va arrêter d'investir dessus. Voilà, donc on a une évaluation permanente des usages pour justement investir là où on constate que ça a de la valeur et des fois on fait des choses, on se trompe, bah on arrête d'investir sur ces tracks-là. Enfin c'est voilà, c'est je pense que c'est important de aussi d'expérimenter et de se tromper. Ce qu'il faut, c'est effectivement mettre le maximum de poids en fait sur là où ça a le plus d'impact. Enfin, c'est voilà, c'est assez classique. Mais voilà, c'est du coup, ces experts ont un feedback assez rapide, positif, et c'est assez motivant en général. Je rencontre pas trop de problèmes de ce côté-là. OK. Et ça me fait penser à un truc, du coup, est-ce que t'as pas aussi, le problème ou la peur que moi j'aurais à ta place tu bosses avec des ingés et tu leur fais builder des solutions, enfin voilà, pour aider des développeurs. Est-ce que t'as pas aussi la problématique ce qu'on appelle, tu sais, du builder buy, c'est-à-dire des ingés qui vont peut-être des fois builder des trucs qui ferait mieux d'acheter parce qu'ils vont perdre du temps. Mais ils ont un biais parce que c'est des ingés, ils vont se dire mais on le fera mieux et on fera ça mieux que les autres, et etc. Et donc ils vont commencer à builder un truc. Peut-être qu'ils vont réussir, mais comme c'est pas forcément leur cœur de métier, ça peut l'être du coup vu où ils Alors, sont, non, non, mais non, mais c'est une maladie très courante dans nos métiers. Et effectivement, on est touché aussi par cette maladie. ok. Ceci Personne n'est étant, immunisé. c'est ça. Euh, c'est effectivement difficile à manager parce que la solution du marché ne va jamais vraiment faire exactement ce qu'on veut. Et donc, ça veut dire faire des trade-offs. Et ça, c'est mon rôle de manager après de vendre ces trade-offs parce que je sais que sur le long terme, le bail est souvent plus supportable. Alors, sauf si on a besoin de le customiser de tous les côtés, ça Ouais, veut ça dire que dépend. voilà. Ouais. Et c'est voilà. Et donc, je prends l'exemple contraire qui est le portail de développement justement où on a choisi de le fabriquer. Pourquoi on n'a pas pris un Backstage, par exemple, qui est vraiment il y a eu une hype autour de Backstage il y a quelques mois, donc qui est l'outil open sourcé par Spotify, tout simplement parce que euh, Backstage, ça répond aux problématiques de Spotify et on n'a pas tous les mêmes problématiques que Spotify. Ça a beau être open sourcé, il y a des contribs, etc. Mais euh, on est là sur, encore une fois, on avait des problématiques spécifiques auxquelles il fallait répondre avec ce portail de dev, euh, et qui n'étaient pas celles auxquelles répond Backstage. Et du coup, c'est pour ça qu'on a développé notre propre produit. Mais pourquoi on a pu le faire, c'est aussi parce que chez Miracle, on a une culture produit très forte. On a en 2022 lancé, donc on avait un produit qu'on a fait maturer pendant 10 ans, qui a notre core product qui est assez, enfin qui fait notre renommée. Et en 2022, on a enrichi notre suite de produits avec 4 produits en plus supplémentaires. Ok. Et ça, on a pu le lancer en fait très rapidement parce qu'on s'est structuré d'un point de vue tech et notamment avec un design system pour pouvoir lancer assez rapidement des produits. Et donc, on a pu bénéficier dans mes équipes de finalement de cette approche et avec deux devs full stack qui ont pu récupérer ce design system, ils ont pu bootstrapper un portail rapidement parce qu'on avait déjà les backends en fait, les backends existaient. Nous, notre problématique, en fait, à quel problème on voulait répondre en faisant ce portail de dev, c'était finalement une problématique un peu marketing. On avait plein d'outils euh, qui étaient euh, fonctionnels, utilisables pour aider les développeurs, mais en fait, on avait du mal à les faire connaître aux nouveaux arrivants. Ouais. Quelqu'un qui arrivait, et donc parfois il se passait 6 mois, un an avant qu'une personne découvre que tel ou tel outil existait chez nous et l'utilise. Et donc ce portail de dev, il avait vraiment pour but de marketer, en tout cas mettre à disposition des outils d'aide de productivité pour les développeurs. Et finalement, si on avait dû le refaire avec Backstage, ça nous aurait coûté plus cher en intégration que de bootstrapper ce Ok. portail sur un backend qui existe déjà et qui est fonctionnel, qui est testé et qui marche super bien, quoi. Donc, Ok. voilà, donc donc faut vraiment évaluer assez
c'est toujours compliqué, hein, ce choix make or buy. Il faut réussir à se projeter dans le futur. Et ce qui est difficile parce on est sur des métiers d'incertitude, justement, on gère l'incertitude en permanence. Et donc s'engager sur une solution, que ce soit open source ou commerciale, hein, mais donc plus sur une approche effectivement d'intégrer une solution existante. Euh, Si ça veut dire effectivement qu'on se commit tous sur le fait qu'on va pas la customiser et qu'on va en accepter les contraintes. Ouais, Et c'est ça qui est difficile à faire accepter. Mais bon, ça c'est un travail de manager. Mais effectivement, tu as raison sur des profils très experts. Pour eux, finalement, réinventer la roue, c'est peu d'efforts. Et ouais, donc, ils vont préférer le faire pour avoir une roue sur mesure. C'est quelque chose qui est assez fréquent. On n'y échappe pas, même si j'essaye d'en sortir un peu dès que possible, quoi. ouais. Non, ce que tu disais au début de la conversation était aussi, je pense, se relier à ça, c'est le côté trade-off, en fait. C'est que vous faites tout le temps des compromis et ça en fait partie et c'est effectivement, des fois, c'est sûrement ton rôle, au niveau managérial de faire ces compromis et de les arbitrer parce qu'il faut bien prendre une décision à un moment et prendre le risque et lever l'incertitude ou en tout cas faire un choix d'un côté, ou d'un autre. Ça, je pense que c'est le truc intéressant. Mais ouais, je vois bien. Et puis, builder, c'est facile, mais après, il faut le run. Et quand tu dois maintenir, en fait, ce que tu as C'est ça, buildé et ce que tu veux faire, la c'est maintenance, la coûteux. maintenance. Le problème un peu des outils experts qui sont construits en interne, c'est que souvent ils ont été construits par une, voire deux personnes au mieux, parce que bon, évidemment il y a quelqu'un qui a fait quelques reviews, mais du coup ça devient vite compliqué pour la maintenance parce qu'on on a du mal à gérer les flux de travaux si on a vraiment sur le même expert deux outils qui ont besoin d'être enrichis au même moment. Voilà, enfin, c'est des problématiques Mm. de concurrence assez classiques. C'est pour ça que voilà, quand on fait du make, déjà, faut s'assurer que on le fasse pas faire par un expert, mais par voilà, un pool de personnes pour qu'on ait suffisamment de bandes passantes pour faire la maintenance après derrière. Et c'est ça, voilà, il y a quelques signaux comme ça. Faut se baquer en fait pour être certain de la trajectoire quand on s'engage sur une solution de build versus du buy. Voilà, Ouais. Ce que tu dis est vrai, et ça me fait penser à un autre truc parce que, tu me diras si tu d'accord, mais en fait, parce que comme tu dis, il faut pas le faire par une personne, mais par plusieurs et je pense que du coup, c'est même pire que ça parce que en fait, le problème que tu as avec les trucs custom comme ça que tu fais, c'est que tu peux avoir tendance à partir dans une très mauvaise direction. Je prends un exemple, bête, mais en fait, tu penses que la manière dont tu travailles, j'en sais rien moi, avec tes branches, tes machins, tes trucs, c'est la bonne façon de faire, donc tu trouves pas d'outils sur le marché, open source ou commercial comme tu disais, qui sont adaptés à ton truc en disant bon bah en fait tous les autres bossent bizarrement, personne ne veut faire comme moi parce que c'est moi qui ai raison. Et donc tu construis des trucs autour de ça pour en fait au bout de quelques temps, mois, années, te rendre compte qu'en fait ton truc de base t'étais pas bon et que tu as construit tout un écosystème autour de ça qui en fait est pas bon et que toute l'industrie a pris une direction différente de la tienne et a fait tout un jeu de compromis qui est bien mieux que le tien parce que tu t'es trompé. Et tu as continué à creuser ton rabbit hole, quoi, ton trou à toi, et Ouais, c'est pas super dangereux de faire ce genre de truc. Donc, être tout faut être seul, ouais. comme tu dis, avec un expert, c'est pire. Si au moins tu as un collectif de collègues qui te dit attends, mais j'ai vu que peut-être qu'on se trompe, etc., c'est bien. Mais en vrai, de regarder en plus à l'extérieur, c'est super important, je pense. Ouais, il faut être assez vigilant effectivement quand l'industrie fait une autre direction que la sienne. Bon, des fois c'est des jeux de lobby et l'industrie n'a pas forcément raison, hein, et donc on peut avoir Complètement. raison de prendre un chemin orthogonal, mais souvent bon, c'est quand même un signal et faut le regarder de près. Ça c'est évident. Ça, c'est clair, C'est- ouais. Ça me faisait penser à ça. Du coup, c'est quoi tu parlais du portail, je trouve ça super intéressant. Du coup, vous avez fait le choix de build, ça peut se comprendre, effectivement. En plus, je pense qu'il n'y a pas encore des. Enfin, ouais, on parlait de backstage, il n'y a pas non plus des tonnes de projets open source ou commerciaux. Il y en a quelques-uns, j'ai vu ces derniers mois, mais c'est pas non plus une offre pléthorique, c'est assez récent. Donc, ça peut être aussi un choix nécessaire et peut-être même temporaire parce que peut-être que le reste du monde rattrapera un peu ce que vous avez fait et puis tu peux toujours revenir sur ta décision au bout d'un moment, dire finalement on n'a plus besoin de ce qu'on a fait, ça c'est cool. Est-ce qu'il y a d'autres trucs comme ça que vous avez buildé qui sont assez Ouais. sympas et que vous êtes fiers de vous? Euh, donc on fait du SaaS. C'est du SaaS Enterprise. Ça veut dire que on s'adresse à des gros clients
On n'a pas 10 000 clients, on en a plutôt 500. Mais avec une grosse complexité pour chaque client, un mélange d'infrastructures mutualisées, régionalisées, parce qu'on a des clients partout dans le monde, on a des enjeux de temps de latence, donc on est obligé d'avoir des clusters régionaux. Et pour des questions historiquement plutôt techniques, et avec le temps, c'est devenu des questions un peu réglementaires. On a des data stores dédiés par client. Comme Ok. ça simplifie énormément les appels d'offres. Le client sait que ses données sont isolées sur un data store dédié, donc voilà, ça facilite les cycles de vente. Mais du coup, on a une complexité d'infrastructure à gérer quand on a un nouveau client à déployer. Quand on a un nouveau, donc ce qu'on appelle un tenant, hein, donc dans le monde du SaaS, c'est vraiment l'environnement d'un client donné. Euh, et donc sur un tenant, chez nous, on a une partie des applications qui ont un workload mutualisé, c'est-à-dire que on va avoir un cluster qui va traiter 50 clients en parallèle, et par contre qui va arroser 50 DB différentes parce que c'est une par client. On a un système de messaging asynchrone, il y a tout un tas de voilà, c'est une cinquantaine d'applications pour notre produit. Et donc, le déploiement d'un environnement, que ce soit pour un client, que ce soit pour un pre-sales, que ce soit pour un développeur qui est en train de développer, voilà, c'est complètement industrialisé chez nous. Et quand je suis arrivé il y a donc 2 ans et demi, 3 ans, c'était un enchevêtrement de script shell et de job Jenkins qui faisait le Ok. job, hein, mais bon, on déployait, bon, on a plus de 2000 environnements, donc on doit en déployer une centaine par mois. Enfin voilà, ça faisait quand même le job. Le problème, c'est que du Shell et Jenkins, au niveau maintenance, c'est dur à tester en fait. C'est dur à tester, donc dès qu'on le touche, bah, on risque de casser. Et donc, j'ai remplacé tout ça par une approche opérateur Kubernetes. Donc, on a un Ok. contrôleur en fait avec un référentiel de configuration qui va réconcilier à la fois infrastructure, les configurations d'applications, les déploiements et qui bien sûr est APIisé, et donc qui permet de gérer tout le cycle de vie de ces tenants, la création, la destruction, la gestion de la fin de vie d'un tenant où on doit faire des backups, les envoyer aux clients, etc. Ce genre de choses. Enfin, et donc tout ça c'est APIisé, ces API ont été mis à disposition à travers notre portail de dev, justement pour avoir un front-end un peu sympa pour les équipes qui manipulent pas trop curl ou Postman. Voilà. Et donc ce contrôleur en fait nous a permis de finalement, donc qui est écrit en Go, euh, de mettre en place finalement un processus complètement testé, testable, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc maintenant on peut le faire évoluer vraiment en sécurité. Donc c'est l'approche, cette approche control plane SaaS, on l'a pas inventé, hein, il a été documenté par AWS. Mais voilà, ça nous a apporté un bon niveau de solidité, de maturité sur les équipes plateformes, parce qu'aujourd'hui, on est capable justement d'augmenter le niveau de qualité de ce qu'on délivre, d'offrir aussi de l'environnement à la demande. On l'offrait déjà, mais avec davantage de qualité, et on se projette aujourd'hui sur la possibilité d'offrir des environnements de travail à la demande à nos clients également, pour nos clients qui veulent faire de l'intégration continue. Aujourd'hui, ils ont un environnement de sandbox pour tester leurs intégrations. Mais c'est un environnement statique, c'est-à-dire que on peut pas le rincer, le redémarrer, etc. Enfin, voilà, on leur fournit, ils Ouais. peuvent éventuellement faire une demande au support pour recréer un nouveau, mais voilà, il n'y a pas vraiment de self-service. Donc l'étape suivante, c'est effectivement de le mettre à disposition, cet API de nos clients pour leur permettre d'avoir ces environnements à la demande voilà, pour entrer dans des logiques d'intégration continue assez classiques qu'on connaît bien dans nos métiers. Donc ça, effectivement, ça a été un challenge parce que quand je suis arrivé euh, il y a 2 ans et demi, et donc j'ai commencé à expliquer à mes équipes que je voulais aller dans cette direction. J'ai eu un peu de scepticisme des équipes. Euh, Ça leur semblait un peu ambitieux. Scepticisme technique ou fonctionnel, du genre c'est pas la bonne Non, direction ou ça non, va non, être non, non, difficile? si, en fait, puisque eux avaient mis en place Ouais. justement du Shell et du Jenkins un peu à bout de bras, etc., c'est qu'il y avait un vrai besoin fonctionnel, en fait, c'était nécessaire.
scepticisme sur le fait que c'est ambitieux. Et on y est arrivé parce qu'on y a consacré des ressources dédiées aussi pour y arriver. Je pense que ça a été aussi un enseignement. Quand je suis arrivé, j'avais des équipes qui étaient un peu au four et au moulin, qui faisaient un peu de tout. Et donc j'ai essayé de mettre un peu de focus aussi sur chacune des équipes, ce qui n'a pas été simple en termes de management parce que euh, je reviens sur cette équipe d'experts. Les experts en général aiment bien toucher à tout. Quand on les cantonne à un domaine plus restreint, il y a un peu de frustration. Donc voilà, il a fallu faire une conduite du changement, mais l'outcome, c'est qu'on a réussi à sortir ce control plane. En fait, aujourd'hui, ça tourne, ça ronronne, et pour moi, c'est une vraie victoire. Ce que tu décris, c'est intéressant, mais ça me fait penser, en fait, c'est une approche, tu parlais d'approche produit, mais en fait, de la manière dont tu le décris et des problèmes que ça résout, en fait, ça fait partie du produit finalement. C'est même pas un truc qui est finalement un produit interne pour les devs parce que tu permets, par exemple, comme tu dis, management des tenantes ou ce genre de choses, de fournir des environnements pour faire de l'intégration continue, du coup, c'est la vision à long terme. D'aller vers là-dessus, c'est en fait une fonctionnalité de ton produit final que tu vends en tant que Miracle, c'est même pas un truc en interne, quoi. En fait, la frontière peut être assez subtile, mais ça, en fait, donc il y a un livre blanc qui a été fait par AWS du coup sur cette approche qui sépare le control plane, donc, qui sont tous les outils finalement pour mettre à disposition le produit et le sécuriser, et l'application plane ou data plane, ça dépend du vocabulaire, mais qui est le produit en tant que tel. Et donc les deux marchent ensemble. En fait, si on prend AWS que tout le monde connaît, la console et les API pour manager S3, ça va être le control plane. Et en fait, toute l'application qui fait que S3 fonctionne, c'est finalement le produit. Donc là, c'est un peu pareil. Ce qu'on a construit nous, et pour l'instant c'est seulement en interne, c'est ce control plane qui permet de piloter l'œil et les produits. Euh, et donc, ça n'empêche pas de le mettre à disposition des Ouais, c'est clients ça. avec des parcours qui sont plus ou moins en fonction des droits, avec plus ou moins de possibilités. Mais c'est quand même assez séparé du produit qu'apporte la business value. Là, on est vraiment purement sur des couches de management en fait, Ouais. Oui, mais orientées ça fait partie de la sécurité, valeur infrastructure. que Mais tu offres oui, à tes clients. C'est pour ça aussi et à que la tu réussis. fin, c'est ça. Et à la fin, moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est de réussir à apporter aussi de la business value et de contribuer justement à faire que le produit est adopté par les clients, quoi. Ouais, clairement, ouais. Ça, c'est vachement bien, enfin, de pouvoir aller jusqu'à fournir de l'intégration continue comme ça à tes clients, ils doivent être contents. S'ils font du coup de l'intégration continue, ils vont être contents parce que c'est souvent quand tu commences à parler à l'extérieur, de ton application, de ton écosystème et tu te retrouves vite avec, plus rien et tu te débrouilles, c'est pas très rigolo, quoi. Et ça me fait penser à une question du coup de à quoi ça ressemble vous aujourd'hui votre intégration continue justement? C'est quoi alors j'imagine que tu as peut-être tu as plein de services, du coup tu as peut-être plusieurs projets, c'est organisé j'imagine par Ouais. des équipes, par projet et cetera, mais tout le monde est un peu différent, mais en termes de techno et de fonctionnement et de «politique» entre guillemets, c'est quoi, le template par défaut? Ouais, Golden Path. Ouais, Donc, l'histoire commence dans notre portail de dev où si tu as une nouvelle application Java principalement, tu as des OK. formulaires qui permettent de bootstrapper l'écosystème. L'écosystème, c'est quoi? Ça va être un repo GitHub avec des reusable workflows GitHub Actions, donc des reusable workflows de CI et de déploiement, des reusable workflows pour gérer le code scanning aussi là sur la partie sécurité. On a des workflows OK. spécifiques en fait distincts de la CI parce que on est certifié SOC 2, Mmh. donc on a un certain niveau de reporting à fournir et du coup voilà, ça c'est petites contraintes techniques. Mais le fait qu'on soit certifié SOC 2 nous oblige à avoir une CI très processée, enfin très standardisée pour pouvoir vraiment, pour les auditeurs, être certains d'obtenir vraiment les traces dont ils ont besoin. Enfin, pour nous, permettre de garantir aux auditeurs qu'ils obtiennent les traces dont ils ont besoin. Euh, donc ça, et en fait, donc nos GitHub Actions de déploiement s'interfacent avec Argo CD et,
ou Argo Workflow, donc deux produits complémentaires qui permettent donc on a tout ce qu'on a est versionné dans Git. Donc on a des manifestes Helm pour nos applications, quels que soient les langages, donc qui permettent de décrire les déploiements Kubernetes cibles. Et donc Argo, donc on va nos GitHub Actions vont committer dans les manifestes pour pouvoir taguer les bonnes versions. Et Argo CD va automatiquement déployer ça sur nos clusters cubes. Pour cette étape de déploiement, on a différents automates en complément. On a un Gitbot en self-service qui permet de faire lancer des déploiements aussi sur une PR avec des commentaires. Voilà, Ok. on a un Gitbot qui écoute les webhooks GitHub et qui, en fonction des commentaires qu'on va mettre dans la PR, va déclencher des actions, dont des actions de déploiement sur des environnements donnés. On peut mettre le nom de l'environnement, etc. Donc ça va permettre après à des testeurs d'aller sur cet environnement tester. Et on a aussi, donc ça c'est aussi pour des contraintes SOC 2 surtout, une IHM de déploiement. Donc pour les environnements clients en fait. C'est-à-dire que tant qu'on est en environnement de dev pour les tests, là ça se fait effectivement plutôt directement avec un Gitbot qui va donc sur chaque PR faire les déploiements au fil de l'eau. Et dès qu'on a une version réalisable et donc réalisée, on va avoir une IHM qui permet aux développeurs de faire la promotion d'environnement, donc, et donc de déployer aussi dans chaque région dans le monde les versions des applications, des microservices, euh, avec le bon niveau de traçabilité sur qui a fait quoi, à quelle heure, quand, dont a besoin les auditeurs dans le cadre de la certification SOC 2. Donc, ça, c'est l'essentiel. Alors, aujourd'hui, tous nos produits donc sont développés en Java et TypeScript, du React front. Ok. Après, moi, mes équipes vont plutôt travailler plutôt en Go. Typiquement, on fournit un proxy d'authentification devant l'ensemble de nos produits pour avoir une authentification homogène, quel que soit le produit, avec un SSO. Enfin voilà, que quand Mhm. on a un client qui souscrit à plusieurs produits, à la manière d'Atlassian, en fait, quand on bascule d'un produit à l'autre, l'authentification est complètement seamless. Bah, typiquement, cette gateway, on l'a faite en Go parce que c'était voilà, c'était plus adapté pour nous, plus économe en ressources et on a voilà, le faire en Java n'aurait pas forcément été pertinent, même si on en a fait par le passé en Java. Voilà, donc on a des services comme ça, core plateforme, d'authentification, de crypto, qui sont en Go, mais l'essentiel de nos développements métiers, on va dire, business, sont en Java et TypeScript. Ok. Et les Alors, déploiements que vous faites, du bien, coup? attends, excuse-moi, et bien sûr, j'avais oublié le principal, en cette année 2023-2024, on a évidemment des équipes data conséquentes, donc qui eux font plutôt du Python. Et donc effectivement, on met de plus en plus à jour aussi notre outillage pour les accélérer, je vais dire, même si là on est sur des écosystèmes qui sont beaucoup moins matures, balbutiants, avec avec des profils, notamment les profils data scientist, qui sont des profils très orientés recherche opérationnelle. Ouais. Et donc voilà, il faut qu'on arrive à les aider à justement à mettre en prod leurs travaux avec le plus de sécurité possible, et le plus de fiabilité possible. Voilà, donc là il y a un vrai enjeu assez nouveau, très intéressant, passionnant. Et encore une Je peux fois, adapter, hein. Je sais pas si- moi qui adore apprendre, voilà, je suis dans un écosystème là où il y a beaucoup de choses à découvrir. Ouais, oui, parce que les data scientists mettre en prod, en général, ils viennent avec un notebook Jupyter et ils font voilà, c'est ça qu'il faut mettre en prod et c'est compliqué. Bah, ouais, ouais, puis c'est toujours pareil. On peut pas mettre un SRI derrière un data scientist. Donc ça veut dire qu'il faut leur donner de l'autonomie et mettre les outils qu'il Ouais. faut. Donc voilà, on est vraiment dans une logique de construire une chaîne industrielle qui leur permet d'aller au-delà du notebook Jupyter, quoi.
Ouais. Et les déploiements que vous faites, du coup, c'est des déploiements qui sont toujours par tenante, parce que tu disais, vous avez assez peu de tenantes finalement. Enfin, c'est pas des millions, Alors, non, mais non, quand on a une version qui est réalisée, donc c'est par stage. Donc, on a des environnements d'intégration pour nos clients. Donc, en gros, qui sont livrés 2, 3 jours avant la prod, ok, euh, pour permettre aux clients d'identifier des problèmes d'intégration que nous, on n'aurait pas vu en QA. Voilà, c'est pour ça que on les livre en amont. Et ensuite, on a un stage qui a tendance à disparaître, c'est historique de pré-prod. C'est parce qu'on avait des clients un peu à l'ancienne qui voulaient une pré-prod qui soit la copie de la prod sur lesquels ils fassent des tests. Voilà, donc, mais ça, on le vend, donc on le maintient. ok, Euh, et le stage de prod sur lequel donc qu'on va réaliser, voilà, c'est ça, soit le lendemain, soit 2 jours après le stage d'intégration. Mais ça, on est sur des versions stables réalisées, hein, donc c'est vraiment et donc en prod, on va faire un progressive rollout sur l'ensemble des clusters qu'on a dans le monde. Mais c'est une histoire de demi-heure, voire d'heure au plus. Mais ok, voilà, c'est pas plus étalé que ça, euh, sachant que on a voilà encore une fois des clusters multi-tenants qui vont gérer une cinquantaine de clients à peu près à chaque fois, en fonction des régions. Donc voilà, chaque cluster est livré l'un après l'autre de manière séquentielle. Oui, du coup, tu fais pas forcément 200 déploiements dans la journée, en fait. Tu fais plus un système de release, peut-être plusieurs fois par semaine Alors, ou. là, c'est sur un microservice donné, mais on a plein de microservices. Voilà, les équipes Ouais, peuvent déployer, enfin, deux équipes avec chacun leur microservice qui contribuent au même produit, peuvent déployer en même temps leurs deux microservices. Voilà, donc on est obligé aussi de mettre en place la gestion de la concurrence pour ce type de choses. ouais. Mais en fait, par construction, nos applications sont conçues pour pouvoir se déployer en concurrence. Ah, vous avez quand même tout automatisé, vous avez tout qui est prévu pour et tout, donc de toute façon, même depuis un peu le début, comme tu disais, il y avait déjà du Jenkins et etc. Donc c'était quand même dans cette direction-là depuis le début. Donc Oui. ça va là-dessus, vous êtes plutôt opérationnel. Et côté CI, du coup, c'est un peu chaque équipe fait comme elle veut, ce qu'elle a besoin. Vous avez. Alors, non, non, on a une CI générique pour les microservices qui est vraiment standardisée avec des commutateurs on-off pour des étapes de la CI. Voilà. Par exemple, c'est choses très cons, hein, mais euh, on peut ajouter un channel Slack dans un workflow et activer le fait qu'on envoie les erreurs sur le channel Slack. Bon, bah ça, c'est Ok, optionnel. On a quand même plein d'options comme ça, c'est customisable. Euh, il y a des possibilités d'avoir un rapport de couverture de test, de mémoire, enfin, il y a des choses comme ça qui sont pareil ok, customisables. C'est pas, on essaye de faire, voilà, encore une fois, c'est l'approche Golden Pass. T'as le truc qui fonctionne, que tu plugs, que tu peux un peu customiser. Et puis l'avantage d'être avec GitHub Action, c'est que sur ton propre repo, bon, tu sources les reusable workflows, mais tu peux en rajouter en plus pour toi d'autres jobs, donc tu peux customiser ta CI sans problème. Et après, on a encore, c'est historique, ça date comme beaucoup d'entreprises, on a 3 monolithes sur ok, lequel là on a une CI aux petits oignons spécifiques parce que bah, il y a plusieurs équipes qui contribuent sur ces monolithes. Donc, comme il y a de la concurrence, moins d'ownership, on est obligé d'avoir des jeux de test plus conséquents. Voilà, donc se baquer davantage. Et du coup, là, on a une CI très particulière sur ces monolithes et qui, du coup, est gérée directement par les équipes qui ont l'ownership. C'est pas mon équipe alors évidemment, on aide oui. à craquer des problèmes, mais on fait pas la maintenance de ces workflows en fait, hein. On peut contribuer sur des PR, etc. Mais voilà, par contre, ce qu'on fournit, c'est pour l'ensemble des microservices, on fournit une CI générique sur la base de Reusable Workflow. Ok. Et du coup, c'est aussi ton équipe qui maintient je sais pas où la Ouais, CI tourne, mais c'est ouais. une Donc plateforme on ou a, on l'infra. a, on a un système de release sur ces Reusable Workflow. Donc ils sont Ok. tagués avec un système
je perds mes mots, majeur, mineur, etc. Et effectivement, quand il y a des breaking change, bah, du coup, on fournit un guide de migration et on utilise. Alors, ça dépend des écosystèmes, soit Renovate, soit Dependabot, pour ouvrir des paires automatiquement quand on justement on fait des mises à jour majeures de ces workflows, parce que sinon on fait un tag majeur classique V1 et puis même si on a des mineurs derrière, ça embarque la V1. Bref. Et du coup, on utilise soit Renovate, soit GitHub, soit Dependabot pour ouvrir des PR dans les repos qui consomment ces reusable workflows pour qu'ils soient notifiés qu'il y a une nouvelle version qu'il faut mettre à jour, etc. Donc pour un peu limiter la charge cognitive de mise à jour quand on a fait quand on a fait les travaux de maintenance. Donc voilà, et donc on en fait la maintenance. Là aussi, on essaie d'avoir une approche produit. Là, en ce moment, mon équipe développeur expérience est en train de faire le tour des équipes de dev, faire des sessions d'interview d'1 heure avec soit des seniors dans chaque équipe, soit des gens qui sont intéressés par justement la CI et la vélocité pour comprendre un peu leurs problèmes et comment on peut améliorer ça. Alors évidemment, il y a des problèmes de performance de la CI, donc de la durée de temps d'exécution. Donc ça, c'est un problème très classique. Et je Récurrent. dirais quelque part, on n'a pas besoin d'interroger les gens, puis on mesure les temps Ça va les jamais temps. assez vite. Voilà. Donc ça, c'est des travaux qu'on traite en continu, mais des fois, il y a des nouveaux besoins qui pop pour des questions euh, de compliance, pour des questions de nouveaux patterns d'organisation entre les QA, les products, les devs. Et donc, ils ont besoin de remonter de la donnée de manière différente. Ils ont besoin de donner davantage d'autonomie aux products, aux QA pour pouvoir déployer les environnements. Donc, il peut y avoir des besoins qui pop comme ça, ou en tout cas des problèmes plutôt qui pop. Et nous, on va y répondre avec des solutions. Vraiment, toujours ce côté itératif et cette approche produit, y compris sur typiquement la CI, ouais, effectivement. OK. Non, super. J'aime beaucoup le côté approche produit où tu vas jusqu'à faire finalement des interviews des utilisateurs qui sont les développeurs, d'à côté parce que c'est le meilleur moyen de répondre et de pas, de pas te bosser dans le vent et de pas faire des choses qui sont dans la mauvaise direction ou qui servent à rien à la fin, Ouais. quoi. Bah, alors après, on peut se permettre de le faire parce qu'on a à peu près 300 utilisateurs. C'est vrai qu'il faut avoir un échantillon statistique suffisamment important parce que sinon c'est plutôt répondre à des besoins d'individus un peu disparates. Là, on arrive du coup à avoir des tendances en fait. Hein, on voit ce qui pourrait avoir de l'impact et donc ouais, c'est intéressant d'avoir et puis surtout qu'on a un feedback immédiat, quoi. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir les utilisateurs sous la main, c'est super intéressant. Ouais, tu pas à courir après du coup, c'est bon. Tu peux Oui. les choper directement par le col. Et du coup, et c'est quoi les gros chantiers pour, 2025, à ton avis? Ceux que vous avez peut-être commencé, envisagé ou ils qu'est-ce qui vous Alors il y a des gros chantiers de fond sur la partie plateforme parce qu'on était donc, on utilise énormément Terraform pour bootstrapper les ressources cloud et on va progressivement basculer sur une approche contrôleur donc avec Crossplane notamment. Donc en gros Terraform on pousse l'infra. Crossplane, c'est la configuration YAML qu'on va pousser dans Cube et c'est Cube qui va tirer l'infra dont il a besoin. Ouais, c'est conceptuellement un peu différent, mais ça permet de gérer juste un déploiement cube pour l'application et l'infra, et après tout se déploie tout seul. Donc ça, c'est sur le papier, on n'aurait plus qu'à faire. c'est magique comme ça, dit comme ça, c'est parfait. Voilà. Donc ça, c'est une grosse transfo qu'on est en train de faire, qu'on vient d'engager côté plateforme. On avait beaucoup de... Donc aujourd'hui, comme on a une database par client, sachant qu'il faut de la haute dispo, en fait, on a deux databases par client. Là, on a donc ça fait un millier de serveurs Postgre. On est en train de complètement les basculer dans Kubernetes également. Donc, pareil avec une approche opérateur qui permet à Kubernetes de gérer le stockage de manière alignée avec les binaires Postgre. Donc, ça s'appelle CNPG. Donc ça, c'est un chantier qui est en cours. C'est un gros chantier. Ça va nous permettre vraiment d'avoir C'est un une truc qui existe plateforme. déjà, non, j'imagine, dans Ouais, la communauté sur lequel vous allez ouais. typiquement, on a fait le choix de par développer nous-mêmes un Ouais. contrôleur. On a regardé un peu ce qui existait. Zalendo, on avait fait un, il l'a open sourcé. Euh, et, euh,
on l'a pas retenu. On a pris Cloud Native PG parce que ça nous semblait être voilà, le projet open source qui avait le plus de perspectives d'avenir. Pour l'instant, il y a une courbe d'adoption qui est assez forte, donc on se dit qu'on s'est pas trompé. Bon, ça, l'avenir nous le dira, mais ça va nous permettre d'avoir une seule stack de hosting, juste des clusters Cube. À partir du moment où on s'est déployé l'ensemble de notre stack dans Cube, après, c'est complètement portable, quoi. Ça peut être Ouais, aussi bien sur un poste local avec un mini cube, sur Ali Cloud si on veut aller en Chine. Enfin voilà, ça permet ouais. vraiment de simplifier vraiment, la big picture quand on n'a plus que du cube. Donc ça, c'est un chantier important. Donc ça, c'est vraiment sur la partie core plateforme. Sur la partie, on va dire plus purement développeur expérience, CI/CD, on va continuer à investir sur notre portail de dev et donner du self-service. Donc, typiquement, c'est des choses assez simples, hein, mais c'est de la création. En fait, on va profiter de donner, je dis donner du self-service, mais c'est aussi mettre un peu de cadre. Typiquement, aujourd'hui, les développeurs sont autonomes pour créer des topics Kafka, mais ça passe par des PR dans du code Terraform. Donc, on a essayé de faire en sorte que ce soit juste une ou deux lignes à tweaker. Ils savent pas trop ce qu'ils font, mais ils y arrivent. Ils arrivent à avoir du self-service pour avoir leur topic. Euh, Ça fonctionne, ça remplit, on va dire globalement le besoin. Le problème, c'est qu'on n'a pas de. Alors, les PR sont relus, mais on n'a pas de suffisamment de garantie sur le respect des règles de nommage des topics Kafka, par exemple. Ça, ouais, ça me fait Et penser à. quand on a 3, 4, 500, au bout d'un moment, ça devient n'importe quoi. Et du coup, Ouais. l'avantage de mettre en place un formulaire de self-service, ça permet aussi de, finalement, comme tu le fais avec un linter, de mettre en place des règles de gouvernance un peu plus technico-fonctionnelles pour un peu mieux cadrer en fait ce qui est déployé en production. Et donc ça, c'est aussi un vrai avantage en fait d'avoir un outil central. Faut pas que ça devienne un frein non plus. Encore une fois, trouver la bonne balance entre vélocité et autonomie. Mais voilà, ça permet de cadrer un peu mieux les règles. Alors c'est un peu pompeux, mais d'urbanisme ou d'entreprise d'architecture qui permettent de s'assurer que l'ensemble des équipes travaillent à peu près pareil. Donc, du coup, quand tu mobilises des gens sur un problème, ils arrivent dans un environnement qui maîtrisent déjà et ils vont pouvoir être le plus efficients pour débugger. Sur la partie Kafka, ça me fait penser à l'épisode 12 de Lambda Pipeline avec Stéphane de Conductor qui en fait résout exactement avec Conductor, je sais pas si tu les connais, ce problème de Kafka en fait et en gros il expliquait que tu peux facilement te tirer une balle dans le pied. Enfin, les développeurs peuvent se tirer une balle dans le pied avec Kafka parce que tu as beaucoup de contrôle qui est fait côté dev et pas côté Kafka finalement et que du coup eux bossent justement sur ce genre de solution de maîtrise de Kafka pour éviter ce genre de problème. Donc c'est un Ok. problème qui apparemment revient souvent. Donc, ouais, si tu connais pas Conductor, je t'enverrai le lien, je Je t'invite à vais, jeter un ouais, œil. ouais, je vais jeter un œil. Parce que c'est vraiment voilà, c'est vraiment leur produit autour de Kafka, c'est vraiment ça, et ça rejoint du coup la problématique que tu décrivais. Donc ça, c'est rigolo de voir qu'il y a souvent un lien entre les intervenants sur ce podcast. Cool, mais ouais, en tout cas, c'est des beaux chantiers. Ce qui est assez marrant, c'est de voir, ouais, comme tu parlais du tout début, en fait, maintenant que vous allez, enfin, il y a vraiment une progression assez hallucinante en finalement 2 ans et demi, 3 ans, où tu commences avec des scripts bash et tu commences à atteindre des problématiques entre guillemets, à haute valeur, enfin, plus haute valeur que de réécrire du bash dans un autre langage. Et ça devient plus intéressant. Et du coup, je pense à tes experts, ils doivent être plus contents au niveau challenge. C'est des sujets vachement intéressants et qui ont beaucoup de valeur et finalement, ben, à long terme pour le produit et tout le monde, mais tu as aussi beaucoup de valeur en interne sur aider tes développeurs, quoi. Je t'ai Je suis là, je te vois. Tu m'as perdu? Est-ce que tu m'entends? Alors, ouais, c'est bon, c'est revenu? Ok. Ouais, ouais, non, moi, c'est pareil. Je t'ai pas perdu, mais j'ai fait comme toi, j'ai Ah, fait on-off. Ok. Donc, non, bah, nickel. Bah écoute, moi, j'ai plus d'autres questions. J'ai l'impression qu'on a parlé de tout, de CI, de CD, de vos projets, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a un dernier point qu'on devrait aborder avant de conclure cet épisode? écoute, non, 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 c'est assez clair. Peut-être un point que j'ai pas assez développé. Donc,
quelque part, ce portail de développement, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Il y a toute une plateforme derrière qui était en partie préexistante, d'autres parties qu'on a construites, comme ce control plane. Euh, et en fait, pour moi, ça, c'est une plateforme, c'est aussi une plateforme d'expérimentation, dans le sens où à la fois on respecte les bonnes pratiques Miracle de développement, mais aussi sur cette plateforme, comme on est sur l'intégration, on a repris vraiment les mêmes patterns que l'ensemble de nos produits. Si on veut tester une nouvelle techno, un nouveau type d'intégration front-back, etc. En fait, là, on a du coup un vrai écosystème qui est en prod avec des vrais utilisateurs qui va nous permettre d'expérimenter certaines pratiques et du coup de faire une religion sur est-ce que c'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée. Et en fait, cette plateforme d'expérimentation apporte, elle, en tant que telle aussi de la valeur d'un point de vue purement engineering, parce qu'on est une espèce de bac à sable, mais avec des vrais utilisateurs. Et ça, c'est toujours encore une fois, enfin, pour moi, c'est un peu le plus important en fait. Hein, c'est d'avoir du feedback utilisateur en permanence pour être certain que ce qu'on fait a de l'impact. Et du coup, voilà, ce qui se voit, c'est le portail de dev, mais en gros, cette plateforme, dans sa globalité, apporte une valeur un peu aussi orthogonale, qui est la possibilité pour les équipes tech d'expérimenter des pratiques d'architecture, des nouvelles technos, des nouvelles types d'intégration. Voilà, ça c'est un point important pour moi, et c'est un peu un bénéfice secondaire en fait de ce qu'on a construit. Excellent. Et j'allais te poser la question de savoir si vous aviez un blog technique, parce que quand tu me parles de tout ça, je me dis, il y a tellement de trucs intéressants que vous Ouais, pourriez raconter. Et je vois que vous en avez un, c'est ça, miracle.tech. Ça a l'air d'être votre exactement. blog technique. Il y a quelques articles, effectivement. Parce que je me dis, vous devez avoir tellement de trucs à raconter autour de tout ça. Et il y a quelques articles sur les design systems ou d'autres choses qui ne sont pas Ouais, ma spécialité. on sort entre un et deux articles par mois. Et c'est partagé effectivement entre le produit, le design et l'engineering. Des fois des sujets un peu transverses. Donc on essaie d'aborder différentes parties de la tech. Et donc j'ai fait un article spécifique sur la naissance de notre portail de dev justement. Donc si vous êtes C'est ce que intéressé je par cette vois. approche, il y a un Je me article suis dessus. abonné. Donc, vous avez un nouveau lecteur. Ce Parfait, sera moi. Voilà. super. Top. Et ben, merci beaucoup, Romain. C'était excellent. Merci. Moi, j'ai appris plein de choses. Je trouve que vous avez une approche absolument géniale de votre développeur expérience finalement en interne et qu'il y a beaucoup de trucs à apprendre et c'est super de voir la taille où vous êtes et tout le chemin parcouru, ce qu'il vous reste à faire en tout cas. Félicitations. Bon, ça a l'air Merci. bien. De l'extérieur, ça a l'air bien. Mais en tout cas, moi, je m'éclate. Donc, voilà. J'ai Ça pas se l'impression voit. d'être le seul à m'éclater. Donc, Cool. Et ben, évidemment, écoute, tout le monde, on recrute, tout le monde est bienvenu chez Miracle. yes, c'est vrai. Petite précision, ça a l'air cool. Donc, si vous voulez chez Miracle, n'hésitez pas. On mettra les liens dans la description du podcast, donc il n'y a pas de souci. Et puis, Parfait. merci beaucoup en tout cas pour cet épisode, c'était vraiment sympa. Ciao.